Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'Iran. Et j'ai ici le protocole d'accord. J'ai vérifié il y a 6 minutes, rien n'a changé. Je voudrais lire la section 2. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. Et cela me pousse à dire à J.D. Vance que nous sommes ici dans une démocratie. Ne nous dites pas ce que nous devons penser ou dire. D'accord, alors commençons par la question de ce protocole d'accord. Yossi Cooper Basser, est-ce que c'est bien, mal ou entre les deux? Retournez-le. C'est un mauvais protocole d'accord pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, cela donne beaucoup aux Iraniens sans rien nous donner dans la première étape. Deuxièmement, cela relie le Liban à l'Iran. Cela a déjà été discuté. C'est une grosse erreur. Troisièmement, cela légitime le régime iranien, ce que nous n'aurions pas dû faire vu leurs actions jusqu'ici. Et quatrièmement, ce que nous obtenons sur la question nucléaire est très ambigu. Et la seule chose que nous avons obtenue, c'est un engagement des Iraniens à faire quelque chose concernant l'uranium enrichi qu'ils possèdent. Ce n'est pas clair ce qu'ils vont exactement faire. Donc, si on additionne tout, c'est un mauvais protocole d'accord. Pensez-vous que c'est un protocole d'accord réellement fiable ou est-ce simplement une supercherie? Non, ce n'est pas une supercherie. Je pense que cela reflète l'intérêt des États-Unis de parvenir à un accord avec l'Iran et de mettre fin à la guerre d'une manière qui leur permettrait de dire qu'ils ont réglé la question du projet nucléaire iranien. Mais en contrepartie, permettre à l'Iran, au régime iranien, de rester au pouvoir pendant une longue période, et c'est quelque chose qui nous inquiète déjà. Nous devons nous rappeler que lorsque nous sommes entrés dans cette guerre avec les Américains, il y avait certains objectifs que nous avions dit vouloir atteindre. La plupart peuvent être atteints grâce à l'utilisation de la puissance aérienne. Et nous avons réussi à atteindre ces objectifs. Nous avons frappé durement l'infrastructure nucléaire iranienne, y compris celle qui est nécessaire pour fabriquer une arme. Nous avons frappé durement la production de missiles balistiques, nous avons frappé durement la direction, nous avons visé les scientifiques, nous avons visé les militaires, nous avons fait beaucoup de choses qui peuvent être accomplies grâce à la puissance aérienne. Mais nous avions aussi toutes sortes d'objectifs qui ne peuvent pas être atteints directement par l'utilisation de la puissance aérienne. Et nous aurions dû savoir à l'avance que cela allait être très difficile à atteindre, surtout puisque nous aurions dû savoir que les Iraniens allaient utiliser leur capacité à fermer le détroit d'Ormuz. Émilie, le protocole d'accord, bon, mauvais ou autre chose? Je crois que tous ici savent que je considère ce protocole d'accord comme absolument horrible et malheureusement sérieux. Et je pense que l'un des plus gros problèmes avec la partie que tu viens de mentionner, avec laquelle tu as ouvert ce segment, c'est justement cette affirmation. Nous n'allons pas porter atteinte à l'intégrité territoriale ni intervenir dans les affaires intérieures de la République islamique, étant donné qu'il s'agit d'un régime qui a 47 ans de graves violations des droits humains, qui, récemment, juste au moment de lancer cette opération, a massacré 40 000 personnes, leur propre peuple dans les rues, qui continue d'exécuter des personnes chaque jour, qui a des milliers de personnes emprisonnées et torturées simplement pour avoir manifesté, beaucoup d'entre elles étant accusées d'être du Mossad ou tout autre prétexte que le régime veut leur attribuer. Dire cela des États-Unis, défenseurs de la liberté, n'est-ce pas? Qu'un leader du monde libre réponde que nous n'allons pas intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran est totalement inacceptable. Tant que ce régime continue d'exister, il doit y avoir une pression internationale sur les affaires intérieures. Sinon, nous ne faisons que parler au-dessus du peuple iranien. Cela ne peut plus continuer ainsi. Excellent. D'accord. Parlons des missiles balistiques qui ne sont pas mentionnés dans ce document. Yossi, peux-tu nous dire quelle est la véritable menace que représentent les missiles balistiques aujourd'hui et incluons la famille de missiles Gaïm, les 105, les 120, qui sont en cours de développement actuellement, qui viendront de l'espace, s'il te plaît.
Eh bien, tout d'abord, pour dire aux Israéliens ou même aux Américains qui visitent souvent Israël, comme les personnes présentes dans cette salle, quelle est la menace que représentent les missiles balistiques iraniens. C'est un peu ridicule. Tout le monde en a fait l'expérience en étant en Israël tant de fois. Nous avons si souvent couru aux abris qu'il est inutile de vous expliquer la menace des missiles balistiques. Mais je pense que ce que nous devons comprendre, c'est ce que les Iraniens avaient en tête. Et cela a été répété à plusieurs reprises par l'administration américaine. Au début de la guerre, l'idée était d'avoir tellement de missiles balistiques que ces missiles pourraient remplacer la menace de l'arme nucléaire. C'était ça, l'idée. C'est pourquoi ne pas inclure les missiles balistiques dans cet accord est très problématique, pour le moins. Nous devons nous assurer qu'il n'ait pas le droit d'en produire. Certainement pas le genre de missile balistique que nous avons déjà vu, capable d'atteindre Diego Garcia avec une portée de 4000 km. Ces missiles peuvent atteindre presque toute l'Europe et ils prévoient aussi des missiles balistiques pouvant toucher les États-Unis. Ne pas gérer les missiles balistiques est une grave erreur. Et en plus de tout cela, je pense que les missiles balistiques devraient aussi être considérés comme faisant partie du projet nucléaire. Parce que comment allez-vous livrer les ogives nucléaires si vous n'avez pas de missiles balistiques? La grande erreur du JCPOA était qu'il empêchait l'Iran de développer des missiles balistiques conçus pour transporter une ogive nucléaire. Mais si le missile balistique n'était pas désigné mais pouvait transporter une telle ogive, rien n'était dit à ce sujet. Je pense qu'il nous faut maintenant une clause qui empêche l'Iran de développer des missiles balistiques capables de porter des ogives nucléaires. Cela concerne presque tous les missiles balistiques qu'il prévoit de produire, comme vous l'avez dit, y compris les nouveaux, ceux qu'ils possèdent et ceux qu'ils produiront à l'avenir. Oui, parce que maintenant, ils passent vers des systèmes orbitaux et non balistiques, surtout avec la série Kiam. Émilie, vous avez parlé avec passion du peuple iranien et du fait que 42 000 d'entre eux ont été massacrés. Ils ont massacré leurs propres voisins. Pensez à ce qu'ils nous feraient. L'un de nos espoirs était qu'il y aurait un nouveau peuple perse libre en Iran, que ce terrible régime des mollahs serait renversé. Quel est, selon vous, l'avenir de ces personnes maintenant? Je crois qu'il y aura un changement de régime un jour. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne pensais pas que cela passerait par la guerre et je ne le pense toujours pas. Cela doit venir du peuple. Cependant, cela peut être facilité, c'est ce que nous espérions voir. Et en fait, c'est ce que nous avons entendu à la fois des États-Unis et d'Israël au début de l'opération. Cela dit, il semble que le délai sera un peu plus long. Cela ne me fait aucun plaisir de le dire car je sais que le prix du temps se paie dans le sang du peuple iranien. Et le fait que la communauté internationale ne semble pas comprendre cela est extrêmement préoccupant. Cela crée un très mauvais précédent. Ce n'est pas dissuasif. Cela favorise les violations des droits de l'homme en montrant l'absence de responsabilité. Et cela montre qu'avec ce protocole d'accord, on peut même être récompensé lorsqu'on traite son propre peuple de cette manière et qu'on agit ainsi. L'un des aspects les plus frustrants de ce protocole d'accord et de la gestion de cette guerre est que le président Trump a décrété un cessez-le-feu unilatéral et soudain. Au même moment où les FDI frappaient en fait le siège, c'est-à-dire les points de contrôle du CGRI qu'ils avaient installés dans les villes, c'est un des moyens utilisés par le régime pour empêcher les grandes manifestations en Iran. Ils s'en inquiètent depuis la dernière vague de violence entre Israël et les États-Unis. Il y a une persécution très très forte des Iraniens sur le terrain. Et vraiment, la seule façon d'aider dans ce contexte, c'est avec les opérations à petite échelle que nous avons vu Israël commencer à mener. Qu'est-ce qui a arrêté cela? Le président Trump. Encore une fois, au final, ce qui va vraiment faire bouger les choses en Iran, ce qui va apporter un nouvel avenir à ce peuple. Et je crois vraiment qu'ils y parviendront, mais cela devra venir du peuple. Donc c'est ce que nous devons observer de ce côté-là. Yossi, penses-tu que dans 60 jours après la signature de ce protocole d'accord, il n'y aura pas d'accord final? Il y aura une prolongation des discussions où nous reviendrons à une guerre cinétique? Eh bien, tout d'abord, je doute que nous puissions parvenir à un accord en 60 jours, car les deux parties sont dans une position où elles ne peuvent pas montrer la flexibilité et faire les concessions nécessaires pour parvenir à un accord à cause de leur propre public et de leurs propres engagements. Je veux dire, je ne pense pas que le président Trump puisse conclure un accord qui ne mette pas fin au projet nucléaire iranien. Et en même temps, je ne crois pas que Kalibaf soit capable de vendre un accord qui mettrait fin à ce projet. Je ne pense pas qu'on trouvera un accord, mais une prolongation reste possible.
à cause de toutes sortes de calendriers que les deux parties ont. Donc nous pourrions voir une prolongation. Et je dois souligner à cet égard deux choses. Tout d'abord, du point de vue israélien, nous devrions considérer cette question de cessez-le-feu et de négociation comme quelque chose qui ne doit pas entraver notre détermination à garder le contrôle de toutes ces zones où nous, contrairement aux autres pays occidentaux, mettons effectivement des soldats sur le terrain afin de nous défendre, afin de garantir que nous ayons des frontières défendables, que ce soit au Liban, à Gaza, en Syrie, dans la région de Judée et Samarie, dans tous ces endroits. Nous devons aller et faire ce qui est nécessaire, indépendamment des négociations en cours. C'est extrêmement important. Je suis heureux de voir que pour la première fois, le président Trump montre une certaine compréhension de cette politique. C'est une réalisation majeure. C'est une réalisation majeure. Deuxièmement, nous devrions encourager les Américains à comprendre ce qui doit figurer dans un accord final, car ils ont parfois tendance à l'oublier. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais ils ont tendance à oublier de temps en temps. Nous devons nous assurer que cet accord mette complètement fin à la capacité des Iraniens de produire des armes nucléaires à l'avenir, des armes nucléaires à l'avenir, des armes nucléaires à l'avenir. Nécessaire, pas d'enrichissement, retirer tout l'uranium enrichi d'Iran, mettre en place un système de vérification et de surveillance fiable, tout cela est essentiel, sans missiles balistiques pouvant transporter des armes nucléaires. Émilie, quelle est la prochaine étape pour le gouvernement américain, les médias américains et la population américaine dans cette guerre? Je n'ai que 12 secondes, donc je ne peux pas répondre à tout cela, mais je pense que les États-Unis vont poursuivre tous les efforts, même inappropriés, pour conclure un accord avec la République islamique. C'est une erreur stratégique. Nous avons parlé du nucléaire et des missiles balistiques, mais j'ajoute que les groupes armés par procuration posent un énorme problème, pourtant jamais abordé ni à l'ordre du jour. Encore plus préoccupant, c'est la libération de milliards de dollars à la République islamique d'Iran, qui depuis 47 ans a utilisé chaque dollar, shekel ou toute autre devise pour financer des groupes terroristes, déstabiliser et lancer des guerres, assassiner des civils dans la région. Et le président des États-Unis les sacrifie vraiment dans toute cette région, pas seulement l'État d'Israël, mais aussi le reste de la région, qui a reçu des centaines de missiles balistiques, des attaques de drones, des violences continues, des guerres civiles, même avant cette vague de conflits. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas permettre. C'est pourquoi, personnellement, je m'oppose à tout accord libérant des fonds à la République islamique d'Iran, car tant que ce régime restera, il utilisera chaque dollar pour le terrorisme. Nous ne devrions pas l'autoriser. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Nous n'avons dépassé qu'une minute.